Hola amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. Le nom de Sissi l'impératrice doit sûrement vous dire quelque chose. Il y eut tellement de livres et de films à ce sujet que ce nom doit forcément vous parler. Mais est-ce que vous connaissez réellement la vie de cette femme ? Elle eut une importance capitale dans les relations européennes de la fin du 19e siècle. Elle a également connu une vie marquée par de nombreux drames, et sa fin fut tragique. On va découvrir l'histoire de l'impératrice la plus célèbre de l'Europe. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, et on est parti. Élisabeth est la quatrième des 10 filles de Maximilien-Joseph de Wittelsbach et de la princesse Ludovica, fille du roi de Bavière, Maximilien Ier. Elle naît à Munich en 1837, mais grandit à Possenhofen, sur les rives du lac Starnberg. Le cadre est champêtre, et la jeune fille mène une vie libre, à la cool, en plein milieu de la nature. Une enfance qui conditionnera son comportement de femme, ainsi que celui de ses frères et sœurs. En 1853, Élisabeth est victime d'un chagrin d'amour, et elle souffre de dépression. La première d'une longue liste, c'est le mal qui la rongera pour le restant de sa vie. C'est à ce moment que sa famille décide que Hélène, la sœur aînée d'Élisabeth, ferait un très bon parti pour l'empereur d'Autriche, François-Joseph. La mère de l'empereur, qui est aussi la tante de Sissi, pense la même chose, et une rencontre est organisée en 1853 pour sceller cette union. Cette rencontre a lieu à Bad Ischl, résidence d'été de la famille impériale, et au départ, seules Hélène et sa mère sont du voyage. Il est décidé qu'Hélène sera également de la partie pour l'aider à guérir de sa dépression. Le problème, c'est que la dernière fois que François-Joseph a vu sa cousine Élisabeth, elle n'était qu'une enfant. Depuis, elle a bien grandi, et l'empereur tombe fou amoureux et veut en faire son épouse. Sissi n'est pas vraiment enchantée, mais elle est suffisamment lucide pour savoir qu'on ne dit pas non à l'empereur. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à être circonspecte. La reine Sophie, la mère de François-Joseph, fait tout son possible pour convaincre son fils. Elle est consciente que la jeune femme n'a pas l'étoffe d'une impératrice. Élisabeth n'a que 16 ans, elle n'a jamais été soumise au protocole de la cour, qui est bien strict, vous pouvez l'imaginer. Sissi n'a également jamais évolué dans les cercles de la noblesse. Elle n'en connaît pas les codes, et le poids de la couronne d'impératrice semble bien lourd pour ses frêles épaules. Mais rien n'y fait. L'empereur est amoureux, et le mariage est célébré le 24 avril 1854 dans l'église des Augustins à Vienne. Élisabeth comprend qu'il en est fini de la vie qu'elle avait connue jusqu'alors. Elle écrira dans un poème « Jamais je n'aurais dû quitter le sentier qui me menait vers la liberté. Jamais je n'aurais dû m'égarer sur les voies de la vanité. Je me suis éveillé dans un cachot avec des menottes au poignet. Ma nostalgie grandit jour après jour, et toi, liberté, tu m'as tourné le dos. Je me suis éveillé de l'ivresse qui avait envahi mon âme, et je maudis en vain ce moment où je t'ai perdu, ma liberté. » On comprend qu'elle n'était pas contente, et ses craintes étaient fondées. Une fois installée dans le palais impérial, l'impératrice se rend vite compte que sa nouvelle vie n'a rien à voir avec le milieu dans lequel elle a grandi. L'étiquette, c'est-à-dire la manière de se comporter à la cour, les règles à adopter, est si rigide qu'elle ne laisse place à aucune spontanéité. Sissi se retrouve isolée dans un monde qu'elle ne connaît pas et avec lequel elle n'a aucun lien. Les dames qu'on a choisies pour lui tenir compagnie sont plus âgées qu'elle et sont clairement conservatrices, bien loin de l'esprit libre de la jeune femme. En plus, sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, la critique constamment. Elle remet en cause ses goûts, ses mœurs, sa façon de s'habiller. Elle ne la lâche pas. Et pour ne rien arranger, l'empereur, même s'il est très amoureux, est toujours en déplacement. Ses obligations l'empêchent de passer du temps avec son épouse. Cette dernière doit donc subir l'autoritarisme de sa belle-mère, sans défense ni repère. Cela va loin, au point même que lorsque l'impératrice met au monde sa fille Sophie, après un an de mariage, c'est l'archiduchesse qui prend en charge l'enfant. Elle juge que sa mère est incapable de l'élever. Vous imaginez la violence ? Et à la naissance de la deuxième fille, Gisèle, un an plus tard, eh bien c'est rebelote. Sophie s'occupe de tout. Mais Élisabeth se rebelle. Et 15 jours après la naissance de Gisèle, elle fait le forcing. Et ses filles sont transférées dans ses appartements. Mais la belle-mère ne lâche pas l'affaire. Au printemps 1857, l'empereur et sa femme se rendent en Hongrie.
Évidemment, Sissi souhaite que ses filles l'accompagnent, mais Sophie s'y oppose fermement. Élisabeth maintient sa position et réussit à amener ses enfants dans ce voyage. Sauf que certaines régions de Hongrie étaient particulièrement insalubres. Et malheureusement, la petite Sophie va mourir de dysenterie le 29 mai 1857. Sissi se sent coupable de la mort de sa fille et confie l'éducation de Gisèle à sa belle-mère. Elle plonge alors dans une profonde dépression, que même la naissance de son fils Rodolphe, de l'héritier, ne parvient à soigner. Elle part pour un voyage à Madère dans l'espoir de voir du pays, de prendre l'air, et ça fonctionne. Élisabeth donne l'impression d'aller mieux, mais il faut bien revenir à la cour, et dès son retour, c'est la dégringolade. Elle ne supporte plus l'étiquette et la vie de cour. Elle se sent étouffée, et son moral est si catastrophique que ses proches s'inquiètent pour sa vie. On l'envoie à nouveau en voyage, cette fois-ci du côté de Corfou, en Grèce. Sissi tombe amoureuse de cette région et se rétablit complètement. L'impératrice a mûri et décide de retourner à Vienne. Sa beauté est à son apogée, et sa personnalité commence à faire parler dans l'Europe entière. Elle s'entretient avec l'empereur, son mari, et les deux conviennent qu'elle n'aura plus à se soumettre à la discipline de la cour, sauf strict nécessaire. C'est un soulagement pour Sissi qui pourra bénéficier de temps libre et ainsi exprimer sa véritable personnalité. Même s'il lui faudra toujours remplir ses fonctions d'impératrice, bien sûr. Parlons un peu des affaires de l'État. La Hongrie, qui fait partie intégrante de l'Empire, souhaite retrouver certains privilèges et obtenir ainsi un peu d'indépendance. Il faut dire que suite au soulèvement nationaliste et libéral de 1848, l'Empire avait retiré les prérogatives constitutionnelles de la Hongrie. La mentalité libérale des intellectuels dissidents hongrois plaise à l'impératrice. Elle se reconnaît dans leurs valeurs et dans leur volonté de lutter contre le conservatisme. Son attrait pour ce pays va la pousser à engager une lectrice hongroise, Ida Ferenczi, qui deviendra sa meilleure amie. Elle va également se rapprocher du colonel libéral Gyula Andrássy. Les deux s'entendent à merveille et Sissi devient l'avocate de la cause hongroise, ce qui lui vaut les colères de la cour. Mais elle réussit à préserver la place de la Hongrie dans l'Empire. Elle intervient encore en 1866. Les armées rebelles hongroises viennent de gagner la bataille de Sadowa et avancent sur Vienne. Élisabeth choisit de se réfugier avec ses enfants dans la ville de Buda. À noter que Buda fusionnera plus tard avec Oduba et Pest pour former la capitale du pays, Budapest. Cette confiance que porte l'impératrice envers ce pays freine les hostilités. L'empereur et le colonel Andrássy se rencontrent et conviennent que la Hongrie retrouve son statut et que désormais l'Autriche et la Hongrie deviennent deux États souverains mais unis sous la même couronne. Pour ce qui est d'Andrássy, il est probable que Sissi et lui n'aient jamais été amants. Elle aura quelques années plus tard le même genre de relation avec le cavalier anglais William George Middleton. Selon ses propres écrits, l'impératrice n'éprouvait aucun désir pour le sexe, et il est donc peu probable qu'elle ait jamais fauté. Mais les rumeurs l'ont tout de même poussée à s'éloigner de ses soi-disant prétendants. Le 8 juin 1867, l'empereur et sa femme sont officiellement couronnés roi et reine de Hongrie dans l'église Notre-Dame de Budapest. Ils recevront en cadeau le château de Godolio, proche de la capitale. C'est dans ce palais qu'un an plus tard, Élisabeth met au monde sa dernière fille, Marie-Valérie, qui deviendra sa préférée. Dans ce château, Sissi peut s'épanouir. Elle chasse, se promène à cheval, lit pendant des heures et joue avec ses enfants. Au bout de quelques années, les aînés grandissent. Gisèle se marie et Rodolphe commence sa formation militaire. Sissi choisit donc d'entamer une série de voyages avec sa dernière. En 1874, Sissi a pris le nom de comtesse de Hohenems pour pouvoir voyager incognito avec sa fille. Elles alternent entre les îles britanniques de la Méditerranée et une partie de l'Europe centrale. Tout se passe bien pour l'impératrice et sa relation avec l'empereur est fondée sur une affection sincère. D'ailleurs, en 1885, lorsque François-Joseph commence à fréquenter l'actrice Katharina Schratt, Élisabeth n'est pas du tout en colère. Au contraire, elle donne son approbation à cette relation. En effet, elle apprécie l'artiste avec qui elle a de nombreuses conversations, et elle se rend bien compte que cette demoiselle apporte à l'empereur une affection qu'elle n'a jamais pu lui apporter. Les enfants grandissent toujours, et Marie-Valérie se marie à son tour en épousant l'archiduc François Salvator des Habsbourg.
L'empereur n'apprécie pas vraiment son gendre, mais celui-ci peut compter sur le soutien de Sissi, qui milite pour le droit de ses enfants à se marier par amour. Par contre, Rodolphe, son unique fils, l'héritier, voit son mariage battre de l'aile. Sa femme, Stéphanie de Belgique, est jugée arriviste par l'impératrice. Cette belle-fille est conservatrice et traditionnaliste, tout l'inverse de Rodolphe, qui a été élevé dans les idées libérales de sa mère. Le drame arrive le 30 janvier 1889. L'héritier et sa maîtresse Marie Vetsera sont retrouvés morts dans leur pavillon de chasse de Meyerling. Tout indique que le prince a tué son amante avant de mettre fin à ses jours, à moins qu'ils aient été d'accord tous les deux. La version officielle parlera d'aliénation mentale pour qualifier l'acte du prince. Mais de nombreuses théories du complot parleront plutôt d'un crime d'État. Le décès de son fils marque la fin d'une époque pour Élisabeth, et le retour de ses vieux démons. La dépression l'envahit, et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle accuse la cour de Vienne d'être responsable de la mort du prince, et elle décide de ne plus jamais porter de vêtements de couleur. Pour tenter d'oublier un peu son chagrin, et surtout parce qu'elle ne supporte plus Vienne, elle est constamment en voyage. Les rares moments où elle séjourne encore dans la capitale, c'est dans la villa Hermès, un petit palais situé dans le parc de Lens. Le 8 septembre 1898, Élisabeth se trouve à Genève dans l'hôtel Beau Rivage. 2 jours plus tard, elle s'apprête à prendre le ferry direction Montreux, lorsqu'elle est bousculée et heurtée par un autre passager. L'impératrice ressent alors une forte douleur et s'évanouit à peine montée à bord. Ce voyageur un peu maladroit s'appelait Luigi Lucieni, et il s'agissait en réalité d'un anarchiste italien. Il n'a pas heurté par hasard l'impératrice, non, il lui a enfoncé une lime tout près du cœur. Sissi meurt dans les heures qui suivent, le 10 septembre 1898. Elle souhaitait reposer sur les rives de la Méditerranée, que ce soit à Corfou ou à Ithaque, ces endroits qu'elle appréciait tant. Mais sa condition d'impératrice exigea qu'elle soit enterrée dans la crypte de l'église des Capucins à Vienne. Elle restera donc éternellement dans cette ville qu'elle n'a jamais aimée. Une dernière chose pour finir, je savais pas trop où le mettre donc c'est maintenant. François-Joseph va régner pendant 68 ans, ce qui en fait le 4e plus long règne de l'histoire de l'Europe. Le plus long étant les 72 ans de Louis XIV et juste derrière les 70 ans d'Élisabeth II. Sissi l'impératrice est un personnage entré dans la légende de son vivant. Le cinéma lui offrira ensuite une prospérité. Elle incarnait une vision de femme libre, indépendante, mais qui ne se sera jamais habituée aux affres de la cour. Une vie marquée par les drames, surtout la mort de ses enfants, et qui se terminera brutalement par son assassinat. Une vie romanesque, une vie de film, et on comprend parfaitement que les réalisateurs se soient penchés sur son histoire tant elle est fascinante. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et la liker et la partager un maximum. Vous pouvez également commander notre livre « Sans idées reçues sur le Moyen-Âge » dont le lien est dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram et TikTok, dont les liens sont aussi dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.